L'analyse factorielle discriminante AFD. L'analyse factorielle discriminante AFD, ou simplement analyse discriminante, est une des méthodes de la statistique exploratoire dont l'objectif est de décrire, d'expliquer et de prédire l'appartenance à des groupes ou à des classes d'un ensemble d'observations, individus, exemples, etc. à partir d'une série de variables prédictives appelées aussi descripteurs ou variables exogènes. L'AFD, bien qu'elle soit une analyse factorielle, est une méthode de classification dite supervisée, puisqu'on connaît l'affectation des observations aux groupes ou groupes prédéfinis. Et on veut savoir si les groupes se distinguent clairement les uns des autres, ainsi que les critères qui permettent de les distinguer. L'analyse factorielle discriminante peut être très utile pour la recherche en architecture, surtout que cette dernière s'intéresse beaucoup aux questions de classification, de typologie, d'élaboration de taxonomie, etc. Pour l'exemple de l'analyse factorielle discriminante, nous avons repris un exemple que nous avons déjà utilisé dans d'autres vidéos, mais en l'adaptant particulièrement à l'AFD. C'est un échantillon d'école de différentes zones climatiques qui a été soumis à une évaluation des paramètres lumineux et sonores des salles de classe. 10 variables et 60 observations ont été utilisées. On cherche à décrire, expliquer et prédire l'appartenance à des groupes prédéfinis, des zones climatiques. Et on veut savoir si les groupes qu'on connaît déjà, ce sont les zones climatiques, puisque l'affectation est déjà faite au niveau des données, se distinguent clairement les uns des autres, ainsi que les critères qui permettent de les distinguer. Le tableau des variables est clair. Nous avons un ensemble de variables quantitatives continues au nombre de 9, le niveau d'éclairage naturel mesuré, la surface totale des fenêtres éclairantes mesurée également, la lisibilité de l'écriture au tableau évaluée, le soleil gênant évalué, l'éblouissement évalué, l'audibilité des propos de l'enseignant évalué aussi, les bruits extérieurs évalués, les bruits d'impact et enfin l'écho. Et la variable de groupement, c'est la zone climatique ou les différentes zones climatiques, qui est une variable qualitative nominale. Pour réaliser l'analyse discriminante, nous avons le jeu de données dont on a parlé tout à l'heure et dont on a ôté 2 variables pour conserver la variable de groupement, la zone climatique, avec 3 modalités, littoral, haut plateau et Sahara, et puis une série de variables ordinales, lisibilité de l'écriture au tableau, soleil gênant, pénétration de soleil gênant, occurrence de l'éblouissement, l'audibilité des propos de l'enseignant, les bruits extérieurs, le bruit d'impact et l'écho. Cette variable qui vont jouer le rôle de descripteur ou de variable exogène et la variable de groupement, ce sont là les conditions de l'analyse discriminante. Pour réaliser cette analyse, on va donc cliquer sur Analyse et classifier Analyse discriminante. La boîte de dialogue s'affiche. Dans la case variable de regroupement, je vais mettre la zone climatique et le logiciel demande la plage. Puisque j'ai 3 modalités, je vais définir la plage ainsi avec le minimum de 1 et le maximum de 3. Et je clique sur Poursuivre. Le reste des variables, je vais les mettre dans la case des variables indépendantes ou descripteurs ou encore une fois exogènes. Voilà. Pour les statistiques, je vais cocher les moyennes, le test de box. Dans la case coefficient, cocher Fisher et dans la case matrice, je vais cocher corrélation intragroupe et ensuite cliquer sur Poursuivre. Dans la boîte de dialogue classifiée, je laisse la probabilité a priori ou les probabilités a priori égales pour tous les groupes. Je peux opter pour égal pour tous les groupes ou si j'ai des groupes dont les tailles sont différentes ou les effectifs sont différents, je peux cocher la case à calculer selon les effectifs. Dans mon cas, puisque j'ai des effectifs équivalents, donc je laisse la première case cochée. Pour l'affichage, je demande les résultats par observation et je ne limite pas les observations, donc je vais laisser le logiciel libre de tout mettre. Un récapitulatif, un classement par élimination,
Je n'ai pas de valeur manquante, donc je ne vais pas cocher cette option. Pour la matrice de la covariance, je vais laisser intragroupe coché. Et pour les tracés, éventuellement, je vais mettre tout groupe combiné. Voilà, je clique sur poursuivre. Pour le moment, je ne vais rien enregistrer. Je vais laisser cette option vide. Et je clique sur OK. Premier résultat de l'analyse discriminante, un récapitulatif de traitement des observations de l'analyse avec le nombre d'observations valides, 0 observation exclue, un total de 60 observations et un pourcentage de 100%. Le deuxième tableau affiche des statistiques de groupe avec pour chaque groupe prédéfini les différentes variables et leurs moyennes, écart type, etc. Donc, ce sont des données descriptives, de statistiques descriptives. Nous passons maintenant à deux tests importants qui confirment ou infirment la validité du modèle, à savoir le test de Box et le lambda de Wilks. Ces deux tests sont importants. Donc, on commence par le premier, le test de Box de l'égalité des matrices de variance. Donc, l'hypothèse nulle de ce test stipule une égalité des variances. Ici, le résultat donc de la significativité donne 0,01, largement inférieur à 0,05, donc le seuil alpha de la p-value, ce qui nous permet de rejeter l'hypothèse nulle et de conclure à l'inégalité des variances entre groupes. Voilà, c'est ça qui est important. Il y a aussi les valeurs de la corrélation canonique qu'on peut voir et lambda de Wilks. Lambda de Wilks est égal à 0,554 ou de 1 à 2, 0,075. 0,075, c'est ça. Avec une significativité fort importante, donc ce qui nous permet de conclure avec une significativité largement inférieure à 0,05 qui nous permet de conclure à la validité du modèle. Bien sûr, pour le lambda de Wilks à ce niveau-là, nous aurions préféré une valeur beaucoup plus basse, mais cette valeur est largement concluante. Nous avons aussi donc ce qu'on appelle des statistiques de classement, des probabilités a priori pour les groupes, des coefficients de la fonction de classement, enfin un grand tableau de statistiques d'observation pour chaque variable. Dans ce tableau, on a l'original, le nombre d'observations pour chaque observation, le groupe effectif, le groupe prévu, les scores discriminants, et puis le validé croisé dans la deuxième partie du tableau. Nous arrivons maintenant au graphique des fonctions discriminantes canoniques qui permet de visualiser en fait les trois groupes. On voit clairement que le groupe littoral donc se distingue de manière très claire. Il y a le groupe haut plateau, chaque groupe possédant son centroïde, mais la frontière entre les hauts plateaux et le Sahara est une frontière un peu floue, dans laquelle il y a interférence d'objets ou d'éléments, qui confirme bien en fait les groupes prédéfinis qu'on a déjà prédéfinis, mais montre que si le littoral se distingue de manière très claire, les hauts plateaux et le Sahara entretiennent quelques confusions au sujet de certains objets ou de certaines modalités. Globalement, donc on a un tableau final qui synthétise les résultats du classement. Donc avec les remarques, petit a, 90% des observations originales sont classées correctement. La validation croisée n'est effectuée que pour les observations de l'analyse. Dans la validation croisée, chaque observation est classée par les fonctions dérivées de toutes les autres observations. Et au final, 88,3% des observations validées croisées sont classées correctement. Donc, globalement, il y a des fonctions discriminantes des variables descripteurs ou exogènes clairement définies et démontrées par l'analyse factorielle discriminante. 88,3% des observations valides croisées sont classées, considérées comme étant classées correctement. Et ça confirme ce que nous pouvons voir au niveau de ce graphique intitulé fonction discriminante canonique. Voilà en gros ce qu'on appelle l'analyse factorielle discriminante.
je pense personnellement que pour les chercheurs en architecture, dans le domaine de la ville et des disciplines parentées, que cette méthode est sous-utilisée. Elle est vraiment sous-utilisée. Je pense que pour les recherches typologiques, taxonomiques et trucs du genre, cette méthode peut apporter un plus non négligeable aux chercheurs. Voilà.